Bonjour, chers consoeurs, chers confrères. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce décryptage clinique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les toutes dernières recommandations concernant un phénomène qu'on observe tous de plus en plus dans nos cabinets, les adolescents qui consultent pour une dysphorie de genre, particulièrement quand ça s'entrecroise avec des troubles neurodéveloppementaux. En tant que pédopsychiatre, on est littéralement en première ligne. Notre but ici, c'est vraiment de regarder les données factuelles de façon objective pour adopter la posture clinique la plus juste possible. Alors, comment est-ce qu'on est censé réagir face à ce changement massif dans nos salles d'attente? Parce que, soyons honnêtes, la démographie de nos patients et le volume des orientations ont complètement muté. Les données récentes, notamment celles qui font grand bruit dans le BMJ, nous poussent vraiment à repenser notre approche clinique face à des trajectoires de développement qu'on ne voyait tout simplement pas avant. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, gardez ce chiffre en tête. 5000. C'est faux, non? Au Royaume-Uni, par exemple, les orientations vers les services pédiatriques spécialisés sont passées d'environ 210 par an il y a une décennie à plus de 5000 tout récemment. C'est pas juste une petite augmentation, c'est un véritable bond épidémiologique qui nous oblige en tant que praticiens à nous poser de sérieuses questions. Voici donc comment on va s'y prendre aujourd'hui. On va traverser 5 strates cliniques incontournables, le défi épidémiologique de base, le lien complexe avec le TDAH, la protection vitale du temps psychique, nos outils d'évaluation en cabinet et pour finir, des pistes concrètes pour accompagner les parents. Première partie, le défi clinique actuel ou l'évolution très rapide de nos profils de patients. Voyons un peu ce qui se passe concrètement sur le terrain. Ce qui ressort de la littérature, c'est qu'on a affaire à une toute nouvelle cohorte. Ce n'est plus le profil classique. On observe aujourd'hui une grande majorité d'adolescents assignés filles à la naissance, effet très marquant, souvent sans aucun signe de dysphorie pendant la petite enfance. Mais surtout, et c'est là que notre expertise de psychiatre est cruciale, ces jeunes arrivent avec un bagage neurodéveloppemental lourd. Anxiété, dépression, troubles du spectre autistique ou TDAH, tout est intriqué. On passe à la section 2, le carrefour neurodéveloppemental, avec un focus sur le TDAH et les questionnements identitaires. C'est un grand classique en pratique libérale. Imaginez cet ado hyperactif que vous suivez. Les traits primaires de son TDAH, comme l'impulsivité, la pensée très binaire du tout ou rien et la difficulté à tolérer l'incertitude, vont venir agir comme une loupe sur son mal-être. Face au chaos de la puberté, son intolérance à l'attente peut transformer un malaise très diffus en une véritable urgence identitaire. L'impulsivité pousse à chercher une solution immédiate, médicale, ce qui court-circuite complètement le processus normal de maturation. Et la littérature nous apporte un éclairage passionnant là-dessus. La question du genre peut littéralement servir de narration organisatrice. Pour un jeune qui subit un vécu interne chaotique, des échecs à l'école, un isolement social, s'accrocher à l'identité de genre offre enfin une explication claire à sa souffrance. Et attention, le but n'est absolument pas de disqualifier ce qu'ils ressentent. C'est plutôt de se demander avec bienveillance quelle est la fonction psychique de ces questionnements à cet instant précis de sa vie. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième partie, et c'est vraiment le cœur de notre métier, protéger le temps psychique du patient. En cabinet, on doit impérativement travailler par strates. Pensez-y comme à la construction d'une maison. On ne peut pas poser le toit si les fondations sont en feu. D'abord, on stabilise l'attention et les émotions. On traite les urgences claires, le manque de sommeil, l'anxiété massive, le TDAH non régulé. Ensuite, on rebâtit l'estime de soi. Et c'est seulement une fois ce socle sécurisé qu'on peut offrir au jeune un espace pour explorer son identité sereinement, sans aucune pression de devoir prendre des décisions définitives tout de suite. Si on devait résumer notre posture thérapeutique, c'est ça, ralentir et contenir. Et je tiens à le souligner auprès de vous tous. Ralentir, ce n'est pas une évitation passive ou un refus de soigner. Au contraire, c'est une position clinique extrêmement active et éthique. C'est protéger la complexité du jeune face à un monde et parfois un entourage qui exige des réponses instantanées. Quatrième partie, comment structurer l'évaluation en cabinet? Parce que la théorie, c'est bien, mais il nous faut des outils concrets. Pour démêler tout ça, croiser les échelles est essentiel. L'inventaire Chexi est redoutable pour cibler la rigidité cognitive et séparer l'impulsivité liée au TDAH du reste. Le BAC-TOI va nous faire une belle cartographie de la dépression et du fonctionnement social. Et l'échelle UGDS nous permet de capter l'intensité de la détresse liée au genre. Utiliser ces outils ensemble, c'est ce qui nous évite de tomber dans le piège de tout réduire au neurodéveloppement ou à l'inverse de tout interpréter uniquement par le prisme du genre. Mais attention, gardez toujours cette formidable métaphore en tête, ces échelles, c'est un thermomètre, pas une boussole. L'UGDS mesure à quel point le patient a de la fièvre aujourd'hui, à cet instant T. Ça ne prédit en rien la trajectoire future du jeune et ça ne peut certainement pas, à soi seul, justifier un traitement médical irréversible.
Dans la vraie vie de nos pratiques, on synthétise tout ça en faisant un vrai travail d'enquêteur. On mène un entretien longitudinal, on appelle l'école, on trace une chronologie très fine. À quel moment exactement est apparu le mal-être? Est-ce que ça coïncide avec du harcèlement scolaire ou une plongée intensive dans certains réseaux sociaux? En construisant ces hypothèses pas à pas avec le jeune, on crée un cadre clinique hyper sécurisant, qui a la robustesse nécessaire pour tolérer l'incertitude. On arrive à notre 5e et dernière section, peut-être la plus délicate au quotidien, les éléments de langage pour soutenir l'écosystème familial. Vous le savez, les parents arrivent souvent dans nos cabinets complètement pétrifiés par l'urgence de la souffrance de leur enfant. Cette phrase est magique. On peut accueillir ce que votre enfant ressent sans figer une conclusion. Ça permet aux parents de valider la douleur de leur adolescent, de dire « je te crois, je vois que tu souffres », tout en maintenant, pour nous, une frontière clinique qui reste ouverte. C'est le parfait équilibre entre validation et prudence. Celle-ci est très utile pour recadrer les choses quand les familles trouvent qu'on ne va pas assez vite. Prendre du temps, ce n'est pas abandonner l'enfant. C'est soigner son anxiété, soigner son sommeil, l'aider tout de suite avec des actions thérapeutiques fortes, mais sans l'enfermer dans une voie définitive pour son avenir. Ça les rassure énormément sur notre implication. Et puis, il y a la fameuse question des réseaux sociaux et des copains. Nos ados neuroatypiques sont particulièrement vulnérables à la suggestibilité. En utilisant une observation neutre, comme celle-ci, on invite les parents à examiner les influences extérieures avec nous, en équipe, sans braquer l'adolescent et surtout sans culpabiliser la famille. Pour conclure ce décryptage, je nous laisse avec cette question qui devrait vraiment guider notre éthique de soins tous les jours. Face à la détresse si palpable de ces jeunes, comment fait-on pour s'assurer que l'urgence de leur souffrance ne vienne jamais, au grand jamais, court-circuiter le temps indispensable à leur élaboration psychique? C'est notre grand défi actuel, allier une profonde humanité à une rigueur clinique sans faille. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse.